On va poursuivre avec Monsieur Thierry Bernard de Thierry Bernard Technologies qui va nous présenter automatisation de la conception de plans de tir en surface à l'aide d'un drone. Monsieur Bernard, euh, Monsieur Bernard est un ingénieur en mécanique et possède un doctorat en géodynamique des roches. Il a commencé sa carrière comme responsable du service minage d'un groupe de carrière dans le sud de la France en 1990. En 92, il devient consultant en sauvetage à l'international. En 1994, M. Bernard fonda Delta Caps International, une société pionnière dans le domaine des détonateurs électroniques. Il fut ensuite directeur de la division détonateurs électroniques de BME en Afrique du Sud de 2003 à 2007. Depuis, M. Bernard dirige Thierry Bernard Technologies, une société spécialisée dans la simulation numérique et l'optimisation des tirs de mine. M. Bernard. Merci Pierre-Luc et bonjour à tous. Voilà, je pense que vous devez voir mon écran maintenant. Oui, on voit votre écran. Donc, je suis très content de vous retrouver cette année, bien que ce soit à travers un écran et que j'aurais préféré, comme je pense certains d'entre nous, qu'on soit tous dans un grand amphi, mais on va faire avec. Alors aujourd'hui, je vais vous parler donc de la conception automatique d'un plan de tir avec un drone autonome. Alors, la première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi essayer d'automatiser ce genre d'opération? Alors que si on regarde un peu comment ça se passe aujourd'hui dans notre profession, il existe pas mal d'outils modernes, hein, que ce soit des outils logiciels ou des outils de mesure ou des outils tels que les drones, qui nous permettent de réaliser des plans de tir qui conduisent à des sautages performants. Si on regarde un peu sur ce que l'on fait sur le terrain, on s'aperçoit que tous ces outils modernes ne sont pas forcément utilisés très souvent. Et si on se pose la question de pourquoi, on va avoir une réponse assez simple. La réponse, c'est le temps. Et chacun d'entre nous a souvent un agenda assez chargé, et même les opérateurs de terrain également. Et donc finalement, quand on a peu de temps, et si on n'a pas une demi-journée à consacrer pour aller sur le terrain, faire voler son drone, récupérer les données, les traiter une première fois, puis ensuite les introduire dans un logiciel qui va nous aider à faire la conception pour faire un sautage performant, qu'est-ce qu'on va faire? On va, entre guillemets, sacrifier la performance et on va la remplacer par la simplicité, qui elle est souvent associée à rapidité. Et on va aller sur le terrain, on va faire par exemple une implantation très traditionnelle avec un décamètre, ce qui va se faire très rapidement. Alors ça va très bien fonctionner puisque l'opérateur a beaucoup d'expérience et saura très bien implanter son plan de tir correctement. Par contre, il va le faire au détriment de l'optimisation et de la performance. Donc l'idée de la technologie que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est d'essayer de concilier la performance avec le peu de temps disponible que nous avons aujourd'hui. Alors au programme, on va revoir très rapidement le processus de conception d'un plan de tir. Et la première chose dont on parlera, c'est ce que j'appelle le défi du drone. Puis ensuite, on s'intéressera aux différentes automatisations du processus, donc l'automatisation du drone, du vol du drone, l'automatisation de la photogrammétrie et de la conception du plan de tir. Et on conclura. Alors, on va commencer par regarder le processus de conception du plan de tir à ciel ouvert, et dans cette présentation, je me cantonnerai uniquement aux tirs de surface, principalement des tirs en carrière ou en mine, bien que ça soit adaptable aussi à des tirs de construction. Alors aujourd'hui, lorsqu'on utilise l'ensemble des technologies disponibles, on va commencer par faire voler un drone pour aller capturer la géométrie du fond de taille. Ensuite, à partir des images prises par le drone, on va utiliser un processus de photogrammétrie, on va calculer un nuage de points qui va décrire parfaitement la géométrie du front de taille et de la zone à miner.
Ensuite, une fois qu'on aura ça, on va aller calculer des profils critiques ou des banquettes critiques, c'est-à-dire des épaisseurs minimum entre trous et faces. À partir de ça, on va être capable de positionner correctement des trous par rapport à la face pour respecter justement des banquettes ou des fardeaux minimum et maximum pour avoir une bonne fragmentation et contrôler les projections. Ensuite, on va s'intéresser au chargement des trous. Et la dernière étape, ça va être l'amorçage. Voilà le processus, je dirais, standard d'un plan de tir calculé avec des outils modernes. Dans cette présentation, on va s'intéresser à l'optimisation de ce qui est dans le rectangle bleu ici, et on va laisser de côté l'amorçage qui ne sera pas traité aujourd'hui à ce niveau-là. Alors, on va commencer par le vol du drone, qui est la première étape. Et justement, dans cette première étape, on va s'intéresser à ce que j'appelle le défi du drone. Alors, le défi du drone, c'est quoi? Eh bien, on va voir que lorsqu'on veut aller faire notre opération sur le terrain, la première chose, il va falloir que le frontail et la face du tir soient dégagés, puisque c'est la partie qu'on veut instrumenter, c'est là où on veut récupérer de l'information. Donc, tant qu'il y a du matériau devant, ça ne sert à rien d'aller faire voler son drone pour capturer l'information, puisque la face ne sera pas dégagée. Une fois que cette face est dégagée, il va falloir qu'on trouve un opérateur de drone qui sera disponible ce jour-là et qu'il va falloir qu'il se rende sur le terrain pour faire la mesure. Et puis, il va falloir que la météo soit de la partie, qu'elle soit aussi disponible, parce que les conditions météo sont de nature à soit empêcher le vol du drone si par exemple il y a trop de vent ou il y a une forte pluie, ou si les conditions de luminosité ne sont pas satisfaisantes, ça peut pénaliser la mesure. Donc, pour faire cette opération qui va conduire à la photogrammétrie, il faut que ces trois éléments soient réunis. Et c'est pas souvent, des fois ça peut être difficile de réunir la disponibilité de l'opérateur et de la météo en même temps que le frontail soit disponible. Ceci dit, on y arrive, mais c'est une contrainte. Dans tous les cas, pour résoudre cette contrainte-là, là on va travailler sur une automatisation, et c'est l'automatisation du drone. Alors, le principe est assez simple, hein, la théorie est assez simple. On va avoir un drone qui va être hébergé dans sa boîte, que moi j'appelle sa niche, qui va être sur le terrain, qui va être capable de décoller tout seul et d'aller effectuer une mission au-dessus du frontail qui lui aura été désigné, de capturer les photos nécessaires à l'analyse ultérieure, et puis ensuite à venir se reposer dans sa boîte, dans sa maison qui est sur site, et tout ça tout seul, de manière autonome et automatique. Alors, la technologie aujourd'hui existe et est disponible. Voilà donc la fameuse boîte en service sur une exploitation. Donc, le drone est hébergé dans une niche locale, hein, c'est là où il va rentrer à la maison. L'objectif, c'est bien évidemment de le protéger des intempéries lorsqu'il ne vole pas, hein, donc de la pluie, de la poussière, du froid, du vent. Il y a aussi une station météo qui est intégrée, qui est ici, qui va permettre de connaître les conditions locales de météo pour savoir si le drone peut voler ou pas voler. Dans sa maison, il y aura aussi tout un système qui va lui permettre de charger ses batteries, puisque lorsqu'il va revenir de sa mission, il aura beaucoup moins de batterie qu'au départ, et il va falloir que ça se recharge automatiquement pour le prochain vol. Il y a tout un tas de fonctions pour la sécurité du vol, puisqu'on est sur un système qui va permettre à un drone de voler sans télépilote, c'est-à-dire sans quelqu'un qui manipule le drone et le surveille sur site, hein, puisqu'on parle ici d'un drone qui va voler tout seul. Dans les fonctions de sécurité, on va voir une barrière virtuelle, c'est-à-dire une zone autour du site que le drone ne pourra pas franchir.
Il y a des points de posée de secours sur le site qui permettent au drone de venir atterrir au cours de la mission sur des zones réservées au cas où il se passerait quelque chose d'imprévu. Par exemple, le drone aurait surconsommé sa batterie et n'aurait plus assez de batterie pour rentrer à la base, il va pouvoir se poser sur un point de secours. Et puis il y a un mécanisme, ça qui est imposé par ici la législation française, qui est un mécanisme qui permet de tuer le drone en vol si vraiment il décidait d'avoir un comportement complètement erratique et par exemple de partir quelque part. Donc on pourrait lui dire de s'arrêter de fonctionner. Disposition un peu bizarre, mais qui est imposée dans notre cas par la réglementation locale. Alors ici, vous avez copie d'écran d'une partie de l'interface qui permet de gérer ce drone automatique. Alors, en fond de plan, vous avez la carrière, le site. Par exemple, en jaune, vous avez la barrière virtuelle que le drone ne pourra pas franchir. Et là, en rouge, vous avez les couvertures des antennes qui permettent au drone de voler dans l'espace rouge qui couvre toute la zone d'exploitation. Alors, concrètement, qu'est-ce que va faire l'opérateur? L'opérateur, lui, il va définir une zone de vol ici. Il va dire, voilà, mon prochain sautage, il est là-dedans. Et une fois qu'il aura défini cette zone de vol par un polygone, il va y avoir un calcul automatique du trajet du drone dans cette zone-là, donc pour couvrir toute la zone et prendre les photos nécessaires. Et puis, vous avez des trajets qui sont prédéfinis, le trajet aller et le trajet retour. Donc, si on a un trajet aller qui est le bleu, qui suit la topographie du terrain, et puis on a un trajet retour en direct, un trajet vert. À partir de la zone à inspecter, le système va être capable de détecter s'il y a des collisions avec le sol. Donc ici, on voit que le système détecte des collisions sur le retour avec cette zone-là, et puis ici des zones qui sont pas des collisions, mais qui sont proches du sol. Alors si on les regarde en 3D, voilà, on va mieux voir. Donc on voit ici que la trajectoire elle est conflictuelle avec le relief. Ici, elle passe à peu près du relief. Donc après une petite phase de détection de la collision et de l'évitement, on va se retrouver avec une trajectoire qui permet au drone de rentrer tranquille sans toucher le terrain. Donc le drone va faire son vol. Donc ici, vous avez une vidéo du drone qui décolle. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel. Le drone sort de sa boîte et s'envole pour faire sa mission. Il va faire sa mission, on verra en détail après, et puis il va revenir. Donc là, vous allez le voir revenir en automatique sur son site et il va se poser dans sa base. Donc vous voyez la station météo dans la vue de dessus, là, vous voyez la station météo qui récupère les conditions locales pendant que le drone se pose. Voilà, c'est posé. Et ici, vous allez voir un volet qui se ferme, donc la boîte va se fermer, protégeant le drone jusqu'à sa prochaine mission. Alors, une fois que cette mission a été faite, la deuxième étape, c'est la photogrammétrie, donc c'est le calcul du nuage de points. Donc là, le drone, enfin en tout cas le drone et sa boîte de réception va transférer les données à un serveur, donc l'ensemble des photos qui ont été prises, va les envoyer automatiquement sur un serveur qui, lui, va traiter ces images automatiquement et, à l'aide d'un processus de photogrammétrie, reconstruire le nuage de points. Alors ici, le processus de photogrammétrie, pour être précis, il utilise des points de contrôle au sol qui sont des cibles qui sont installés à demeure sur le site et qui possèdent des motifs dédiés. Et donc, il y a un processus de détection automatique des cibles dans les images, dont les coordonnées sont connues, et ça va permettre donc de sortir un nuage de points qui, lui, sera parfaitement géoréférencé, et tout ça en automatique. Donc, le process
de photogrammétrie se déroule automatiquement. C'est un process traditionnel de reconstruction d'un nuage 3D à partir d'un jeu de photos. Et une fois que ce process est terminé, ben, la zone inspectée, le nuage de points de la zone inspectée qu'on voit ici, est transféré automatiquement dans le logiciel que l'opérateur va utiliser après et qui va permettre la conception de plantiers. Donc sur le vol du drone, on se retrouve avec un opérateur qui va définir une zone à inspecter, et à partir de là, quand les conditions sont réunies pour le vol va se faire en automatique, alors sur un ordre distant, mais on n'a plus besoin de se déplacer sur site. Le drone va donc ensuite, à terme de sa mission, envoyer les données au serveur, qui va générer le nuage de points, et ensuite, l'utilisateur sera prêt pour la conception du plantier. Donc on a donc, grâce à cette technologie, la première phase, automatisé le vol du drone, la prise de données et son traitement pour en faire un nuage de points. En gros, si on regarde combien de temps ça prend à un opérateur pour faire ça, on va dire qu'un vol va prendre 20 minutes, une demi-heure sur le terrain. Décharger les données et les traiter, ça peut prendre 1 heure de traitement, 1 heure, 1 heure et demie de traitement selon la densité de points et la surface concernée. Et puis si vous prenez en compte l'aller-retour sur le site, en gros, c'est une opération qui prend une matinée. Ici, cette opération, ben, elle va prendre un clic pour l'opérateur qui va lancer la mission, et puis après, il va la lancer à distance, et tout sera tout seul. Dans la suite des opérations, on a donc le calcul des profils critiques. Alors, le calcul des profils critiques, à partir de son nuage de points, l'opérateur va définir l'emprise du tir, donc ça, il faut bien que ce soit lui qui le définisse, hein. On ne peut pas le définir, on peut pas l'inventer, donc il va dire, voilà, je veux qu'un tir se déroule de là à là, et il va le définir en positionnant une ligne de trou. Et donc là, je vais vous montrer les étapes une à une. Ces étapes, elles sont ici dissociées pour vous montrer qu'est-ce qui se passe dans l'automatisation du process. Donc la première partie, c'est que les trous vont être adaptés en altitude à la topographie du terrain pour que le collet des trous suive la topographie du terrain. Puis, il va y avoir un calcul de ces fameux profils critiques, hein, que l'on voit ici. Alors on va plutôt les regarder en 3D, où ici on voit le zigzag en face du trou qui représente pour chaque altitude le point de plus petite distance par rapport au trou qui est en face. Et une fois qu'on a ces profils critiques, on va pouvoir utiliser un processus de positionnement automatique des trous qui, lui, en fonction du profil moyen en face de chaque trou et de règles que l'opérateur aura données, donc des règles de distance minimum et maximum de l'épaisseur entre le trou et la face, voire des règles d'inclinaison, ben, le logiciel va positionner automatiquement les trous pour respecter ces règles, donc pour avoir la banquette la plus uniforme possible sur toute la surface du front. Une fois que ça c'est fait, il va y avoir le positionnement en automatique des rangées arrière, avec un même processus, hein, à partir de paramètres qui ont été donnés par l'utilisateur de banquettes qu'il veut respecter et du nombre de rangées qu'il veut mettre. Les trous vont se positionner en automatique pour aboutir à un plan de tir dont les trous ont été positionnés au mieux par rapport à la géométrie du terrain pour respecter les règles dimensionnelles imposées par l'opérateur, enfin voulues par l'opérateur. Tout ça, bien évidemment, lorsque c'est automatisé, c'est assez transparent pour l'utilisateur, sauf la définition des paramètres. L'utilisateur va pouvoir faire une vérification après graphique en affichant ici des couleurs sur le nuage de points, une carte de chaleur qui représente les épaisseurs par rapport au trou et vérifier que c'est conforme à ce qu'il souhaitait. Alors bien évidemment, comme tous les calculs se font par rapport à des profils moyens, il peut y avoir des zones qui sortent de la plage souhaitée, qui ici est représentée en vert, et c'est à l'opérateur qui garde quand même le contrôle de dire s'il accepte ou pas ce genre de précalcul. Une fois que ça c'est fait,
il va y avoir le chargement des trous. Alors, le chargement des trous, c'est une phase qui s'automatise de la même manière, c'est-à-dire que pour chaque trou, le processus connaît le profil du front. Ici, dans ce cadre-là, il connaît aussi la résistance à compression de la roche, hein, qui a été transférée par la foreuse. Et à partir d'une règle qui est définie par l'utilisateur, donc vous avez ici les épaisseurs en face du trou et ici les résistances en compression de la roche, l'utilisateur va décider comment le trou se charge. Par exemple, lorsque l'épaisseur est très petite, plus petite que 3 mètres, et que la résistance de la roche est très faible, inférieure à 40 MPa, l'opérateur aura dit, moi dans ce cas-là, je veux mettre du gravier, je ne veux pas mettre de l'explosif, je mettrai de l'explosif quand la résistance est faible que quand l'épaisseur est supérieure à 5 mètres. Et puis, ainsi de suite, pour chacune des combinaisons, il va définir quel type d'explosif il veut mettre ou s'il veut mettre du bourrage. Finalement, une fois que cette règle est définie, le chargement va se faire de manière automatique. Tous les trous vont être chargés en fonction des épaisseurs à la face ou de l'épaisseur au trou de devant et de la résistance en compression, avec ici différentes qualités d'explosifs, ici de l'ampho, ici de l'émulsion plus, ici de l'émulsion standard. Hein, et puis, il peut y avoir d'autres petites règles sur les hauteurs de bourrage minimum. Dans tous les cas, le chargement va être fait complètement en automatique. Et donc là, on va finir la phase de conception. Une fois que la phase de conception est faite, on va pouvoir avoir une vérification du résultat à l'aide d'une simulation qui va montrer le résultat du tir avec les paramètres qui ont été calculés automatiquement. Donc ici, on voit la simulation qui vient de se dérouler. Et puis, bon, voilà, là, ça fait une petite marche arrière. Vous pouvez la re-regarder à nouveau. Et ensuite, le tir va avoir lieu et le drone pourra refaire un vol en automatique directement sur la zone pour capturer la vidéo du tir qui sera enregistrée et qui servira de contrôle. Et on voit que le tir s'est déroulé conformément à ce qui avait été prévu par la simulation qui, elle, résulte de l'optimisation des paramètres. Tout ce processus s'est fait en automatique ou en semi-automatique, hein, puisque l'opérateur garde quand même le contrôle sur les phases clés pour valider ce qui a été fait et dire effectivement j'accepte ce qui a été fait et je passe à l'étape suivante. Donc c'est donc un processus, comme j'ai dit, automatique ou semi-automatique avec contrôle de l'opérateur. Ça va permettre un gain de temps appréciable parce qu'on va supprimer une grosse phase des opérations terrain qui vont être 100% automatisées. Et même la partie conception du plan de tir, elle se résume à quelques clics, hein, qui sont les clics de validation de l'opérateur, mais le travail est fait par la machine. Bien évidemment, on gagne en précision sur ce qui est sur l'implantation, puisqu'on utilise au maximum les données les plus récentes. Le drone aura volé sur le dernier frontail, sur la dernière géométrie. On aura ce qu'il y a de mieux de disponible. Donc, une meilleure efficacité et performance du plan de tir au final. Donc, voilà pour une vue générale du processus. Et je vais vous le résumer en images à l'aide de cette petite vidéo où vous allez voir tout le processus de A à Z. Donc, le drone qui décolle, et là, on a un point de vue depuis le drone. Donc, le plan de tir, le plan de vol, pardon, automatique que l'on a vu, avec le drone qui va donc se déplacer sur site. Qui va donc capturer ces photos. Voilà, donc sur la partie photogrammétrie. Et puis qui va ensuite rentrer à la base. Voilà, donc là, il revient à la verticale de sa base.
et il rentre. Et ensuite, vous avez le processus de conception tel que on l'a vu, hein, avec le calcul des profils critiques qui se fait, la vérification des épaisseurs, la simulation et le tir pour finir. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que je vous ai fait découvrir une nouvelle facette de la conception des plans de tir et je reste à votre disposition pour les questions, si on a le temps. Oui, on aura le temps. On aura le temps pour quelques questions, s'il y a des questions, il y a. Je vais commencer avec Charles Pérec. Je vais t'ouvrir ton micro. Oui. Allô, on m'entend pas là? Oui. Oui. Oui, j'avais une question au niveau des points de contrôle. On a parlé tout à l'heure, comme quoi ils sont rentrés dans une base, etc. Oui. Donc, c'est des points de contrôle à demeure, vous avez dit. Oui. En fait, si on fait une photogrammétrie d'une zone particulière, est-ce qu'on peut être sûr d'avoir suffisamment de points de contrôle dans la zone qui est scannée? S'ils sont répartis de manière homogène dans la carrière, comment on peut être sûr que sur notre zone qu'on va scanner, il va y en avoir suffisamment? Alors, c'est une bonne question. Ça résulte de la préparation du site au départ. Il faut que les points de contrôle ils soient disposés intelligemment par rapport à la zone d'exploitation pour effectivement que chaque vol sur la zone couverte, il y en ait assez, tout à fait. C'est une vraie question. Donc ça, c'est vraiment un travail préparatoire qui est fait au niveau de l'installation du système et de ces points-là, pour qu'après, on soit sûr qu'on ait les bons points de contrôle au bon endroit. Tout à fait. Merci. Une seconde question de Monsieur Marc-Antoine Prince. Je vais t'ouvrir ton micro. Yes. Salut Thierry. Oui, Marc. Question, parce que je sais que tu as fait beaucoup de recherches probablement dans les dernières années là, avec les drones. J'aimerais t'entendre au niveau des capacités aujourd'hui avec les technologies disponibles sur comment on pourrait détecter des trous forés lors d'un vol de drone durant la modélisation. Est-ce que l'intelligence artificielle est développée au point qu'on pourrait venir capter des trous forés? J'aimerais ça t'entendre à ce niveau-là. Ouais, c'est une question intéressante. Je n'étais pas le premier à poser ce type de questions et je pense qu'il nous arrive, nous aussi, d'utiliser ça, c'est-à-dire à partir de l'orthophoto, là on parle du nuage de points, mais on peut aussi générer l'orthophoto, c'est-à-dire une carte à plat de la zone. On peut repérer les trous, dessus. Alors, pour l'instant, je sais que ça se fait en manuel. Est-ce qu'on pourrait le faire avec un processus d'intelligence artificielle? Certainement. Maintenant, pour faire ça, il faut vraiment qu'au niveau du trou, il y ait quelque chose de très caractéristique qui soit bien visible. C'est vrai que s'il y a des cônes qui sont mis ou des bouchons de trou qui sont mis d'une couleur particulière, je pense qu'il y aurait des possibilités, il y aurait des vraies possibilités. Après, lorsque c'est vraiment un trou voilà, qui reste dans le terrain comme ça, c'est certainement délicat. OK, merci. On va prendre une dernière question dans la question et réponse de M. Gabriel Catris Fotso-Tedom, qui demande quel est le pourcentage de gros blocs obtenus à l'issue d'un tir obtenu utilisant la photogrammétrie liée au drone. Oui, alors ça, je dirais que ça va dépendre des paramètres que l'utilisateur celui qui va programmer le système va rentrer, et en gros du patron de forage qu'on va demander. Donc ça, c'est pas vraiment différent
de ce qu'on fait d'habitude. C'est le patron de forage associé à la géologie qui va dicter ce résultat, a la petite particularité que le chargement automatique, il va pouvoir s'assurer qu'on met la bonne énergie au bon endroit, en particulier si l'épaisseur est plus importante, de mettre plus d'énergie, ou si la résistance en compression est plus importante. Donc, le processus, il permet surtout d'avoir une fragmentation beaucoup plus homogène, et elle sera réglée par le patron de forage qui sera défini dans le système. Donc après, chaque cas est un cas particulier, et là, je ne peux pas vous donner un chiffre sur le pourcentage de blocs, parce que ça va dépendre du site, de la biologie, tas de choses, mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois que le système est réglé, il garantira, entre guillemets, un résultat le plus constant possible. C'est l'objectif. Merci, M. Bernard. On va poursuivre. Pour ceux qui ont d'autres questions à M. Bernard, je vous conseille de les mettre dans questions et réponses pour que celui-ci vous les réponde directement. Merci Pierre-Luc, et merci à la SEQ pour l'opportunité d'avoir présenté. Merci à vous. À très bientôt. On va poursuivre avec